Bonjour, chers amis, chers spectateurs du Cercle Aristote, bienvenue dans une nouvelle interview et aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est bien connu des internets et un invité qu'on rêvait d'avoir depuis un bon moment, professeur Bernard Lugan. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre ce temps, cette heure dans votre agenda pour venir discuter avec nous au Cercle Aristote, venir nous parler non seulement de votre travail, de votre revue L'Afrique réelle, également de vos dernières productions. On va en parler, ça va être le début de notre discussion. Mais premièrement, pour les invités, les spectateurs, une petite anecdote pour débuter. Il y a 10 ans de cela, j'ai commencé à accumuler des sources et à à faire des recherches pour mon mémoire, puisque comme le professeur Bernard Lugan, qui est historien mais également géographe, je suis, comme vous le savez, géographe, et j'ai fait mon mémoire sur l'Afrique, et notamment sur l'Afrique du Sud. Et pendant mes recherches, j'ai notamment potassé les 550 pages de l'histoire de l'Afrique du Sud de Monsieur Bernard Lugan, que j'ai la chance aujourd'hui, au vénérable âge de 78 ans, d'interviewer. Et d'ailleurs, là, j'ai l'édition dans les mains que vous voyez ici à l'écran, l'édition de 2010. Mais il me semble, cher Bernard, qu'il y a une seconde édition qui est sortie en 2022, donc revue à augmenter. Oui, tout à fait, mise à jour et augmentée. Et donc, c'est En fait, c'est la 4e édition, parce que la première édition est sortie en 1988 et j'ai réédité chez d'autres éditeurs et j'ai réédité en actualisant, en mettant à jour toutes ces éditions. Eh ben, sachez que pour C'est le seul livre d'histoire globale de l'Afrique du Sud depuis la préhistoire jusqu'à nos jours sur le marché. Et c'est bien pour ça que c'est comme ça que j'ai découvert, moi, à l'âge de 23 ans, donc il y a 10 ans, quand j'étais en train de finir mes études et que je faisais mon travail de fin d'études justement sur l'Afrique du Sud, que j'ai découvert Bernard Lugan, parce qu'effectivement, pour les francophones, parce qu'il y a plein de sources anglophones, bien entendu, c'est l'avantage, mais pour les sources francophones, si vous voulez étudier l'Afrique du Sud, la seule histoire globale que vous trouverez, en tout cas celle que j'ai trouvée à l'époque et encore plus aujourd'hui, c'est celle de Bernard Lugan. Et donc depuis 10 ans, je suis activement les productions de notre ami Bernard. Alors il y en a plein. Je vais vous en montrer quelques-unes pêle-mêle, comme ça vous allez pouvoir vous faire une idée. Et puis après, on parlera des dernières, justement, du dernier livre, notamment sur les Algéries, qui était sorti par Michel Bernard. Alors si vous aimez l'histoire, les cartes et l'atlas, je vous recommande l'Atlas historique de l'Afrique aux éditions du Rocher. Oui, alors Donc, ça c'est un livre important parce que justement, c'est la base. c'est le seul atlas avec cette conception. J'ai une carte et le commentaire en face. Et c'est un Exactement. atlas global Il depuis est très accessible. C'est pour ça que je le montre. Par rapport à d'autres livres plus compliqués, il est très accessible, celui-ci. C'est ça qui est l'avantage. Vous avez le commentaire, vous avez la carte qui est là. Je le montre à la caméra. Et donc, celui-là, si vous voulez avoir un aperçu de l'histoire africaine avec le commentaire de Bernard et les cartes surtout illustrées qui montrent, c'est une excellente base à avoir. Si vous vous intéressez aux conflits en Afrique, évidemment, il y a le duo Les guerres d'Afrique de l'origine à nos jours, qui est ici, qui est très bien, avec beaucoup plus de texte, quelques cartes, bien entendu, il y a toujours des cartes on en parlait avec l'Afrique réelle, ça c'est sûr. Donc des cartes, du texte et également l'Atlas, l'Afrique. Oui, celui-là, il n'existe plus, celui-là. Oui, mais justement, j'étais très content de l'avoir à l'époque, dans ma bibliothèque, vous comprenez bien, mais alors, il est très bien. Et puis, il y a également toute la série des livres, alors un peu plus essais ou un peu plus romans. Alors, il y a toute la série des livres où Bernard raconte ses péripéties, que ce soit en Afrique, en France ou ailleurs dans le monde. Mais vous avez également les essais, notamment sur des questions de développement ou de démographie, comme par exemple le Osons dire la vérité à l'Afrique, qui est là. C'est un exemple parmi d'autres, il y en a plein. Évidemment, Bernard a l'occasion de beaucoup produire ces temps-ci, que ce soit à la retraite ou autre. Et donc, on vous reçoit, cher Bernard, aujourd'hui pour votre petit dernier qui est sorti aux éditions Ellipse début de l'année 2025, qui s'appelle Histoire des Algéries, des origines à nos jours. Bon, des origines à nos jours comme d'habitude. Mais alors, première question, déjà, pourquoi ce livre, et puis deuxièmement, pourquoi des Algéries? Parce qu'on parle souvent de l'Algérie, mais alors pourquoi des Algéries? Tout simplement parce que dans l'histoire, en dehors de la conception géographique, l'Algérie n'existe pas. Il y a eu des Algéries,
des Algéries berbères avant la conquête romaine, les Algéries romaines, les Algéries en partie byzantines, les Algéries arabo-musulmanes, les Algéries ottomanes, les Algéries françaises et aujourd'hui les Algéries algériennes. Donc il y a, si vous le voulez, un monde qui est un monde divers au point de vue géographique, qui est un monde divers au point de vue historique, ethnique, linguistique, culturel et religieux. Et l'Algérie, en tant qu'unité, est une création récente qui date de la colonisation française. Et sur ces diversités, la France a plaqué une unité de type jacobin qui a permis de créer cette Algérie née en 1962 au moment de l'indépendance. Oui, et puis ce que vous aviez expliqué, alors peut-être vous allez pouvoir revenir aussi dessus, c'est, l'incroyable développement des années 1830 justement jusque, ben, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle où, la France, en tout cas l'empire colonial français, a, construit énormément de choses, énormément d'infrastructures et qui ont permis un développement, sans précédent dans l'histoire de cette région qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie. Oui, tout ce qui existait au point de vue infrastructure a été créé par la France. Parce qu'en 1830, quand la France débarque à Sidi-Ferruge, dans la région d'Alger, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de pont, il n'y a rien. Tout va être créé par la France, au début par le génie militaire qui va désenclaver les régions, et ensuite la mise en valeur avec des centaines d'ouvrages d'art, avec des centaines d'écoles, des bâtiments, des villes, des ports, des aéroports. Je donne la liste dans mon livre, c'est absolument colossal. De toutes les possessions dites coloniales, l'Algérie est celle qui a été la plus dotée. D'ailleurs, quand dans les années 1963, 1964, je crois, le colonel Nasser vient faire un voyage officiel en Algérie, il est sidéré. Et il dit aux autorités algériennes, mais c'est incroyable ce que la France vous a laissé. La France a laissé une œuvre considérable qui a été financée par les impôts de nos arrière-grands-parents, parce que c'est l'argent qui n'a pas été employé dans les provinces françaises. L'Algérie, avant la Corrèze, hein. L'Algérie avait des infrastructures routières, ferroviaires, électriques bien supérieures à celles d'une grande partie de nos provinces françaises au même moment. Et d'ailleurs, quand vous parlez d'Algérie, il y a aussi une géographie bien particulière qui est typique de ces peuples, ou de ces pays du Maghreb et du Machrek, mais l'Algérie est quand même le cas le plus spectaculaire, où il y a justement, ben, cette bande de terre au nord de l'Afrique, là où on peut cultiver, notamment faire pas mal d'élevage ou compagnie et qui est fertile et tout cet arrière-pays dans le Sahara, en direction, du sud, qui est un territoire absolument immense, mais qui est à la fois, ben, mais qui a très peu de caractéristiques habitables. Donc, mais comment alors s'est fait cette division du territoire algérien? Pourquoi est-ce que l'Algérie, ça va de là à là? Et est-ce qu'on peut vraiment parler de plusieurs modes de vie, vous qui connaissez bien, mode de vie algérien, plusieurs formes Bah, pas de vous, civilisation, mais voilà, d'approche du pays, Algérie tel qu'il existe? bah, vous avez déjà la vieille division d'Ibn Khaldoun, hein, qui donnait comment dirais-je, les deux grands ensembles nomades et sédentaires. Nous sommes dans un monde berbère, un monde qui va rester berbère très tardivement, parce que contrairement à ce qui est dit par l'histoire officielle algérienne, l'Algérie n'est pas un pays arabe, c'est un pays berbéro-arabe. Et l'arrivée des Arabes est tardive. La Oui. conquête arabo-musulmane se fait donc dans les années 700, dans le 8e siècle, 7e, 8e siècle. On y reviendra si vous voulez, parce qu'elle fut compliquée car les Berbères résistèrent. Mais cette première conquête ne fut pas une conquête démographique, parce que les arabo-musulmans qui firent cette conquête étaient très peu nombreux. Et il fallut attendre la fin du XIe siècle et le début du XIIe siècle, donc quasiment 5 siècles après la première conquête, pour voir arriver les premiers peuplements arabes. Car la colonisation arabe de toute la Berbérie, qu'on appelle le Maghreb, il faut pas confondre l'Afrique du Nord et le Maghreb, hein. L'Afrique du Nord, c'est l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie,
le Maroc, tandis que le Maghreb, c'est la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Moi, ce que j'appelle la Berbérie, elle est la Berbérie, disons, jusqu'au XIe, XIIe siècle. Et à partir du XIe, XIIe siècle, cette Berbérie devient arabo-berbère, avec l'arrivée des tribus hilaliennes qui arrivent d'Arabie via l'Égypte et qui vont, ces tribus, coloniser en profondeur la Tunisie actuelle, en partie l'Algérie actuelle et en petite partie le Maroc actuel. Donc un monde qui est un monde déjà très différent au point de vue ethnique et culturel, et sur ces réalités ethniques et culturelles qui sont la diversité, qui reposent sur la diversité, vont venir se greffer un certain nombre d'événements historiques qui vont faire que tout va aller non pas vers l'union, mais vers la division. Car nous sommes dans un monde excessivement divers. Mais déjà, géographiquement, l'Algérie est un monde divers. L'Algérie, vous avez, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, la plaine côtière, qui s'ouvre sur un littoral souvent accidenté, qui a des vallées qui sont perpendiculaires à la mer, qui pénètrent vers l'intérieur, vers plusieurs chaînes de montagnes, qui divisent à la fois horizontalement et longitudinalement le pays, et qui vont s'avancer vers l'intérieur, vers les hauts plateaux, et ces hauts plateaux qui vont doucement aller mourir vers les immensités désertiques. Donc des mondes qui sont très divers, sur lesquels des populations diverses vont avoir des modes d'existence divers, vont développer des types culturels divers, et tous ces types divers resteront la diversité jusqu'à la conquête française. Car la longue période ottomane ne va pas unifier ces régions qui vont être tout à fait périphériquement contrôlées par l'Empire ottoman. Mais l'intérieur, les Kabylies, une grande partie de l'intérieur de l'Algérie ne sera même pas connue par les Ottomans, qui ne vont pas pénétrer, qui vont se contenter de quelques zones littorales et de quelques villes. Oui, c'est un empire méditerranéen, quelque part, les Ottomans, hein. Ils ont très peu Oui, d'intérêt à l'intérieur des terres. En fait, c'est pourquoi les Ottomans viennent-ils dans la région? Nous sommes dans la grande confrontation entre l'Espagne, entre la chrétienté et le monde islamique, qui à ce moment-là est représenté par l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman essaie de subjuguer la chrétienté par le nord, par le sud. Alors par le nord, par les Balkans et par la mer Noire, mouvement qui va être arrêté par l'Autriche et par la Pologne et par la Hongrie. Par la dans, bataille de Vienne, notamment, oui, également. dans la bataille de Vienne, et puis également par, comment dirais-je, les grandes batailles, les grandes victoires maritimes qui Naval, vont, oui. batailles navales, qui vont détruire la flotte ottomane, qui était la flotte maîtresse de la Méditerranée, la bataille de Lépante. Et dans ce combat, l'Empire ottoman va essayer de contourner la chrétienté par le sud, et c'est pour ça que l'Empire ottoman va avancer vers l'ouest, vers le Maghreb. Et les Espagnols vont essayer de bloquer cette offensive en s'installant à Tripoli et surtout en s'installant à Tunis. Et ils vont être chassés de Tunis lors des combats considérables. Les Espagnols vont faire débarquer parfois 30 à 40 000 hommes dans la région de Tunis pour contenir les Turcs. Finalement, les Espagnols vont reculer, et une sorte de modus vivendi va s'établir entre les Ottomans et les Espagnols. Les Espagnols comprennent qu'ils ne vont pas chasser les Ottomans de la Méditerranée orientale, et les Ottomans comprennent qu'ils ne vont pas chasser les Espagnols de la Méditerranée occidentale. Et une frontière va s'établir sur l'actuelle frontière du Maroc. Et c'est le Maroc qui va être l'allié des Espagnols. Alors là, c'est un paradoxe historique tout à fait intéressant, parce que quelques années auparavant, les Espagnols expulsent les Morisques d'Espagne, et lorsque les Turcs arrivent, ils vont se retrouver face aux Marocains, qui vont être les alliés des Espagnols. La solidarité nationale va passer avant la solidarité religieuse. Et en fait, c'est grâce à cette sorte d'alliance qui ne dit pas son nom entre les Espagnols et les Marocains que la poussée turque va être bloquée sur la Moulouya, sur la frontière, grosso modo, la frontière actuelle dans le nord du Maroc. Alors, c'est tout à fait intéressant parce que c'est l'époque où
vont arriver les frères Barberousse. Les frères Barberousse qui sont des Grecs convertis à l'islam, sont des Grecs de la région je ne sais plus quelle île grecque, qui sont convertis à l'islam et qui vont devenir les chefs de guerre maritimes de l'Empire ottoman. Et les frères Barberousse et c'est eux qui vont attirer l'Empire ottoman dans ce qui va être l'Algérie. Et Barberousse va s'attaquer au Maroc. Il va essayer de franchir la frontière et il va être pris à revers par qui? Par les Espagnols qui sont à Oran, avec la garnison qui est commandée par le comte d'Alcaudete. Et le comte d'Alcaudete, avec ses cavaliers, va sortir d'Oran et va prendre à revers les Turcs qui vont se trouver assiégés dans Tlemcen. Et Barberousse va mourir dans l'opération, et ça va fixer la frontière, et les Turcs ne vont plus chercher sérieusement à franchir la frontière ouest, à rentrer au Maroc. Donc c'est tout à fait intéressant, cette alliance du Maroc et de l'Espagne qui va sauver la chrétienté, disons-le. En tout cas, sur ce flanc ouest de la Méditerranée, de toute façon. Voilà. Sur ce front ouest. D'ailleurs, on l'oublie, mais on l'oublie trop, malheureusement, en Occident, mais l'histoire passionnante de ce peuple marocain qui a eu des extensions, puis des rétractations, puis des différents changements. L'histoire du peuple marocain, et c'est un des grands peuples de ce qu'on appelle les Afriques, puisqu'évidemment, il n'y a pas une Afrique, hein, comme on sait, il y a 5 ou 6 Afriques différentes, suivant comment on les classe, en tout cas, comment Monsieur Lugan décide de les classer. Là, à ce propos, j'ai sorti il y a 15 jours la dernière édition de mon histoire du Maroc, toujours chez Ellipse. C'est la 3e édition chez Ellipse. Et maintenant, je couvre vraiment toute l'Afrique du Nord, parce que j'ai écrit une grosse histoire de l'Afrique du Nord, totale, de l'Égypte au Maroc. J'ai écrit une histoire de l'Égypte. J'ai écrit une histoire de la Libye. J'ai écrit une histoire du Maroc. Et là, je publie une histoire des Algéries. Donc, je couvre toute l'Afrique du Nord. Je pense qu'il y a peu d'historiens qui auront eu une telle publication sur cette partie du sud de la Méditerranée. Et en plus, l'année passée, vous avez sorti un livre qui s'appelle « Le Sahara occidental en 10 questions », donc cette région juste au sud du Maroc, et c'est l'occasion aussi d'en parler, puisque le Sahara occidental est lié à un conflit et à des échanges, on va dire, plus ou moins vifs entre l'Algérie et le Maroc. Et la France. Et la France. Et sur la France en arrière-fond, bien sûr. La question du Sahara occidental, le Sahara marocain, empoisonne depuis l'indépendance de l'Algérie, depuis 62, toutes les relations entre le Maroc, l'Algérie et la France. Alors expliquez-nous un petit peu. Pour nom très simple. Alors, disons que l'Algérie ne peut pas revendiquer le Sahara occidental, puisque l'Algérie n'existait pas avant 1962, et que le Maroc possède cette région depuis les Almoravides, depuis le 10e, 11e siècle. À l'époque du grand empire du Maroc. Voilà. Pardon ? À l'époque du grand royaume du Maroc. Oui, mais le Maroc a possédé jusqu'au bout, jusqu'à la conquête coloniale. Le Sahara occidental, le Sahara marocain, ce que les Marocains appellent les provinces du Sud, hein, les provinces du Sud, ont été détachées du Maroc au moment de la conquête coloniale, dans les années 1910-1920. Jusque-là, l'autorité marocaine s'exerçait. Alors, pourquoi l'Algérie a-t-elle fait du Sahara occidental une cause nationale? Elle n'arrive pas à en sortir. C'est un chewing-gum qui lui colle sous la semelle, elle ne sait plus comment en sortir. Tout simplement parce qu'il suffit de regarder une carte. Vous qui êtes géographe, vous allez bien comprendre ce que je dis. L'Algérie, qu'est-ce que c'est? L'Algérie, c'est une toute petite tête sur la Méditerranée, avec un gigantesque ventre au centre de l'Afrique, au centre du Sahara. L'un des plus grands pays d'Afrique. Pardon? L'un des plus grands pays d'Afrique en termes juste de kilomètres carrés. Avec une toute petite façade sur la Méditerranée, quelques centaines de kilomètres. Or, la Méditerranée, qu'est-ce que c'est? La Méditerranée, c'est une grosse mer Noire. Hein. La mer Noire est fermée par les détroits, tenus par la Turquie, et la Méditerranée est fermée par les détroits de Gibraltar. Vous mettez quelques mines dans le détroit de Gibraltar, la Méditerranée est fermée, c'est un grand lac, la Méditerranée. Tandis que le Maroc, lui, s'étend de Tanger jusqu'à la Mauritanie. Donc, il est ouvert sur le grand Atlantique. Alors, l'Algérie ne supportait pas cette situation
Et l'Algérie, à la fois pour nuire au Maroc et pour satisfaire ses propres intérêts, a créé de toutes pièces la question dite du Sahara occidental, en inventant la fiction d'un peuple sahraoui qui n'a jamais existé. Alors ce peuple sahraoui, ben, ce sont des tribus marocaines, afin d'avoir au sud du Maroc une sorte de lucarne d'ouverture sur l'Atlantique, à travers un pays qui lui devrait tout et qui serait un pseudopode lui permettant d'avoir son ouverture sur l'Atlantique. Donc c'est une question totalement artificielle que l'Algérie a créée depuis les années de son indépendance. Et aujourd'hui, ben c'est, comment dirais-je, cette plaisanterie, car en fait c'est une dramatique plaisanterie, mais c'est une plaisanterie parce que un pays qui n'existait pas avant 62, qui vient contester des provinces qui appartiennent à un pays millénaire depuis le XIe siècle, depuis même avant le XIe siècle. Donc, ce mensonge, maintenant, apparaît au grand jour, et l'Algérie se trouve complètement isolée. Or, l'Algérie a mis tellement d'argent dans l'affaire du Polisario, et l'Algérie a fait une telle cause sacrée de cette revendication, de ce soutien au Polisario, qu'elle ne sait plus comment en sortir maintenant, et elle est dans une impasse. Et comme elle est dans une impasse, elle se raidit. Alors, elle se raidit avec le Maroc, et elle se raidit avec la France. Elle en veut à la France d'avoir reconnu la réalité. Et la France est bien placée pour savoir que cette réalité est une réalité, puisque c'est la France qui a donné le Sahara à l'Algérie et qui a donné la partie ouest saharienne de l'Algérie, du Maroc à l'Algérie. Car toutes les provinces du Tizi-Kelt, de toute cette région, sont des régions qui sont des régions marocaines. Et c'est pour cela que notre compatriote est en prison en Algérie, parce qu'il a dit ce qui est une réalité historique. Alors justement, bah, ça permet de terminer un peu avec ce sujet algérien avant d'aller sur, d'autres questions, sur la situation actuelle et des tensions entre, l'Algérie et la France qui ont l'impression ne se terminent jamais. Votre point de vue par rapport à ça et votre analyse, d'historien et de spécialiste sur la situation actuelle et les tensions actuelles? Bah, les tensions actuelles reposent là-dessus, sur la question du Sahara. Bon, de toute façon, l'Algérie a une rente de situation, rente mémorielle, vis-à-vis de la France. L'Algérie profite depuis l'indépendance de la faiblesse des dirigeants français et de la complaisance d'une partie de la classe politique française. Donc l'Algérie a cette rente de situation, et l'Algérie dans une très très mauvaise situation interne, à tout point de vue, et pour essayer d'offrir un dérivatif à sa population, eh bien, elle a un bouc émissaire. En fait, elle a deux boucs émissaires, tantôt le Maroc, tantôt la France. En ce moment, maintenant, les deux ensemble, le Maroc et la France. Alors, l'Algérie ne pardonne pas à la France d'avoir reconnu la réalité qui est que le Sahara dit occidental n'a jamais existé, et que ce sont les provinces du sud du Maroc, Oued el-Dahab, Safi al-Amra, qui sont des provinces historiques du Maroc. Il n'y a aucun doute historique. Il n'y a pas de discussion possible. Et donc l'Algérie se trouve acculée à l'heure actuelle, c'est ça. Alors elle essaye par le chantage de forcer la France à revenir sur cette reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Mais là, je pense que ça ne marchera pas, parce que même si le président Macron est spécialiste du triple jeu et des entrechats, là, je pense qu'il est allé trop loin. Il n'est pas possible de revenir là-dessus. Spécialiste du en même temps. Oui, c'est même plus que du en même temps, parce que le sujet, c'est de l'entrechat, quoi. Et donc, on a une situation qui fait que l'Algérie, automatiquement, va être obligée de faire ce qu'elle a fait avec l'Espagne. Car n'oublions pas qu'il y a 2 ans, l'Espagne se trouva dans la même situation que la France aujourd'hui vis-à-vis de l'Algérie, quand l'Espagne reconnut, elle aussi, la marocanité du Sahara. Alors, que fit l'Algérie à ce moment-là? Quasi rupture des relations diplomatiques, rupture de relations commerciales, etc. Et puis l'Algérie s'est rendu compte au bout d'un certain temps qu'elle avait plus à perdre que l'Espagne. L'Espagne restait le calme des vieilles troupes, restait la redoutable infanterie espagnole, comme on aurait dit à l'époque. Et l'Espagne n'a pas bougé, et l'Algérie a cédé. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'Algérie, dans son caprice, l'Algérie va céder. Elle est obligée de céder parce qu'elle a beaucoup plus à perdre dans l'affaire que la France. Le seul problème, c'est que Macron fait des entrechats, et au lieu de pousser les avantages,
eh bien, il donne des arguments. Parce que chaque fois qu'il fait un en même temps, un entrechat, ou chaque fois qu'il y a des hommes politiques français qui sont dans la complaisance, ben ceci est relayé immédiatement sur toutes les chaînes de radio et télévision algériennes pour montrer au peuple algérien que finalement la France n'a pas une position unanime et que effectivement la France va céder devant les exigences algériennes. Mais comme nos dirigeants et comme ces dirigeants français ne regardent pas les médias algériens et ne lisent pas la presse algérienne, ben ils ne s'en rendent pas compte. Quant aux autres, ben c'est par complaisance, ce sont des adversaires intérieurs et sont les héritiers des porteurs de valises de la guerre d'Algérie. Eh ben, si vous souhaitez en savoir plus, vous n'hésitez pas à vous rendre, sur, n'importe quel site de librairie ou directement sur le site du blog officiel des Bernard Lugan pour commander, alors soit l'histoire des Algéries qui vient de sortir ou également le Sahara occidental en 10 questions pour approfondir cette question du Sahara occidental ou également l'histoire du Maroc. Si vous êtes passionné de cette région, enfin vous avez tout ce qui est disponible. Et puis vous Heu, avez et puis vous avez ma revue là qui est c'est ça qu'on va parler. C'est mensuelle, justement c'est ce l'Afrique dont on va parler réelle, maintenant. qui donne régulièrement et des communiqués et un numéro mensuel sur les questions africaines. Mais alors, Donc le dernier qui est sorti, cher Bernard, moi en tout cas à ma connaissance, c'est le oui, numéro 181 de janvier 2025. À l'heure où nous écrivons, nous enregistrons cet entretien, nous sommes le 9 mars, 2025 et donc vous vouliez faire justement un point sur la revue. oui, ben, j'ai le numéro, les derniers numéros, il y a un numéro quasiment spécial sur les relations franco-algériennes et sur la question du Sahara occidental. Le numéro qui est en préparation à l'heure actuelle, qui va sortir le 1er avril, est un numéro qui va être essentiellement consacré à la question du Kivu et à la question de la RDC. Pourquoi cette guerre du Kivu est interminable? Bah, tout simplement parce que la RDC est un État artificiel qui n'arrive pas à récupérer ses frontières. Ça, on en parlera. Et le numéro précédent est un numéro qui était consacré à la nouvelle géopolitique du Sahel avec les nouvelles cartes qui sont distribuées avec les uns et les autres dans cette question du Sahel, avec l'effondrement complet des États sahéliens face à la menace djihadiste et surtout la menace qui commence maintenant à descendre vers le littoral, vers les pays du Golfe de Guinée et du littoral. Et puis En plus justement, de il y a cela, le bien, j'ai des communiqués réguliers qui sont envoyés, qui sont mis sur mon blog. Donc, allez sur mon blog pour suivre l'actualité africaine. oui, bien entendu. D'ailleurs, ça nous amène au sujet, au suivant puisqu'on a parlé justement de la région du nord-ouest, de l'Afrique avec, le Maroc, le Sahara occidental et l'Algérie. Il y a également, des autres conflits dont on parle assez peu et dont il y a justement un dossier dans le numéro, 181 de l'Afrique réelle, c'est la question du Soudan. Oui. Vous aviez notamment fait un dossier sur, le Soudan, la guerre de l'Est contre l'Ouest. Alors qu'est-ce que c'est cette guerre de l'Est contre l'Ouest, Bernard Lugan En fait, sur vous avez plusieurs Soudans. D'abord, le Soudan était, avant la partition Soudan du Nord et Soudan du Sud, le plus vaste État d'Afrique. Maintenant, il y a l'indépendance qui a donné naissance au Soudan du Sud, qui est un monde totalement différent, qui est un monde africain noir, alors que le reste du Soudan est un monde arabo-blanc nord. Alors, ce Soudan du Nord est divisé en deux grandes zones. Vous avez la Nubie, c'est-à-dire le long du fleuve, le long du Nil, et vous avez le désert de l'Ouest. Et le désert de l'Ouest qui est peuplé par des populations arabes ou des tribus arabes, et qui sont arrivés dans la région depuis le XIIe, XIIIe siècle, XIVe siècle. Et la colonne vertébrale de la Nubie, elle, est peuplée des populations qui vivent le long du Nil, les Nubiens. On les connaît Nubiens, voilà. qu'on connaît depuis l'Antiquité, qui étaient les partenaires des Égyptiens au sud, les Libyens qui vont même à certains moments constituer pendant 2 siècles des dynasties noires qui vont régner à la toute fin de l'époque euh, dynastique, qui vont régner sur l'Égypte. Donc des mondes parfaitement connus. Et en fait, à l'heure actuelle, ce sont ces deux Soudans qui sont en guerre l'un contre l'autre. Alors l'armée, avec le chef de l'armée qui est un Nubien, et les forces de soutien rapide qui sont des tribus arabes qui tiennent la partie désertique. Et les combats se font à front renversé parce que jusqu'à présent, le Tchad était en guerre
jusqu'à l'époque d'Idriss Déby, contre le Soudan. Le Soudan était en guerre contre le Tchad. Et aujourd'hui, le Tchad est allié aux milices qui luttent contre le gouvernement central, enfin, contre l'armée soudanaise, et ces milices qui étaient celles qui ont pratiqué le génocide du Darfour. La question du Darfour, qui, il y a une dizaine d'années, a ensanglanté toute cette partie de l'Afrique, et qui a fait qu'il y a eu d'intervention internationale, d'interposition, pour essayer d'arrêter ce génocide. Alors, ce génocide du Darfour, qui a été fait par ces tribus d'origine arabe, contre les populations africaines qui vivaient dans la partie haute de la partie du désert de l'ouest du Soudan, et qui était le Darfour, qui étaient des sédentaires ou des agro-pasteurs. Et aujourd'hui, nous retrouvons le même conflit qui se développe. Alors avec une évolution ces derniers temps, qui est que l'armée soudanaise semble prendre l'avantage sur les forces de soutien rapide. Alors les forces de soutien rapide sont soutenues par les Émirats arabes, alors que l'armée, elle, est soutenue plutôt par la Russie et par d'autres alliés régionaux. C'est une situation confuse parce que la Russie, au début, a soutenu les forces de soutien rapide, et la Russie a changé de camp parce qu'en fait, la Russie voit que l'armée est en train de gagner, et la Russie veut un port sur la mer Rouge. C'est Et ça l'intérêt des Russes, ouais. pardon? C'est ça l'intérêt des Russes. On se demandait, mais qu'est-ce que les Russes font là? C'est pour avoir un port sur la Oui, mer un Rouge. port. Parce que, tu sais, si vous voyez la situation, il y a dans cette zone, vous avez deux pays qui sont en train de reprendre une vieille tradition. La Russie, qui veut s'ouvrir vers les mers du Sud, comme toujours, et la Russie, qui veut s'ouvrir vers les mers du Sud, a commencé par s'installer en Syrie, dans ses bases syriennes. Et ces bases syriennes, c'était une étape vers une future base en mer Rouge qui allait permettre à la marine russe d'avoir un accès à l'océan Indien. Et ce calcul s'est un peu effondré ces derniers temps avec ce qui s'est passé en Syrie, car la Russie a perdu ses bases de Syrie. Tartous et l'Atakié. Donc la Russie s'est reconvertie en urgence sur la Libye, où elle avait déjà un pied qui était posé, et où elle est en train d'essayer de développer une base navale importante dans la région de Tobrouk. Parce que, si vous voulez, en Méditerranée, vous n'avez que trois ports en eau profonde possibles qui peuvent servir aux sous-marins. Vous avez effectivement la Syrie, vous avez la Libye, et puis vous avez l'Algérie, merci le Kébéa. Les Algériens n'ont pas voulu donner leur base aux Russes, donc les Russes sont en train de mettre le paquet sur la Libye, donc territoire contrôlé par le général Haftar. Et en même temps, en étant présents dans cette région, les Russes installent des bases aériennes dans l'extrême sud de la Libye, notamment dans la région de Ouainat, et vous regardez la carte, quasiment sur les trois frontières Libye, Tchad, Soudan, de façon à essayer d'avoir un continuum vers la Centrafrique, où ils sont maintenant installés. Donc, il y a cette politique russe. Et puis, vous avez les Turcs. Alors, les Turcs, c'est bien plus intéressant, parce que les Turcs reprennent, eux, quasiment une tradition interrompue depuis à peine un siècle. Voilà. Parce que, avant 1914, les Turcs étaient présents dans toute la mer Rouge, où ils avaient des bases, et ils étaient présents dans toute la péninsule arabique. La péninsule arabique était contrôlée par les Turcs. Et le Soudan également. Comment? Et le Soudan également. J'ai pas compris. Et le Soudan également. Enfin, le Soudan, de la partie nord du Soudan. Oui, mais non, mais les Turcs étaient, c'est les Égyptiens qui étaient dans le nord du Soudan. Les Égyptiens qui avaient rompu avec les Turcs. Mais les Turcs étaient en face. Ils étaient sur toute la rive arabe de la mer Rouge. Ils étaient en dehors d'Aden. Ils contrôlaient toute l'Arabie. Il a fallu c'est toute l'épopée de Lawrence qui a permis de chasser les Turcs d'Arabie. Et de l'autre côté, les Turcs allaient quasiment jusqu'au lac Tchad, presque jusqu'au lac Tchad. Les Turcs étaient présents en Libye, ils contrôlaient la région de Mourzouk, et ils contrôlaient les voies d'accès
vers le lac Tchad. Et quand, dans les années du partage de l'Afrique, du congrès de Berlin, les Turcs ont fourni une carte en disant mais nous voulons une partie de l'Afrique. Et la carte de revendication turque prenait toute la Libye et allait jusqu'au lac Tchad. Alors ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que les Italiens ont conquis la Libye en 1911. Il a fallu, comme la France s'est installée au Maroc et en Tunisie, il a fallu donner un dédommagement aux Italiens. Et le dédommagement donné aux Italiens, c'était la Libye. Donc l'Italie a déclenché la guerre contre la Turquie, la guerre de 1911, qui était très dure. Mais finalement, les Italiens ont fini par l'emporter. Mais 1911, c'était un siècle. À l'échelle de l'histoire, nous, en Occident, nous n'avons plus de mémoire. Tandis que les pays qui ont encore de la mémoire, ça savait qu'un siècle, ce n'est rien du tout. Vous savez, l'Alsace et la Lorraine est resté presque un siècle sous le contrôle allemand, un peu moins d'un siècle. Donc, on a bien récupéré l'Alsace et la Lorraine après dans 70 ans de contrôle allemand. Ben, pour les Turcs, ben, c'est la même chose. Les Turcs sont en train de reprendre pied à travers le gouvernement de Tripoli et ils poussent tranquillement vers le Tchad. Et ils poussent également jusqu'en Somalie. Aujourd'hui, une des plus grosses ambassades turques dans le monde est à Mogadiscio. Les Turcs forment les forces spéciales somaliennes contre les Shebabs. Les Turcs sont présents dans toute la zone et ils reprennent, si vous le voulez, leur grand axe de pénétration. Donc, nous voyons en retour à la longue histoire au moment où nous avons oublié l'histoire. Donc, effectivement, c'est comme quand vous avez quelqu'un qui joue aux échecs face à quelqu'un qui joue au domino, quoi. C'est à peu près la même chose. Et Voilà. exactement, exactement, et on se réjouit de suivre ce qui évolue dans cette région passionnante de la mer Rouge, avec évidemment après tout ce qui va jusqu'au golfe d'Aden après, et notamment toute cette région également avec les deux côtés, une région que vous connaissez bien en plus, puisque vous aviez fait de nombreuses interventions à une époque. Je me souviens, il y a 7, 8, 9 ans, où vous parliez beaucoup de la région de l'Éthiopie et de l'Érythrée, en disant l'Éthiopie est un des seuls pays, une des seules nations en Afrique qui s'en sort, à mon avis, a les meilleures possibilités de bien s'en sortir. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui? Si elle retrouve un débouché sur la mer. Parce que les deux pays qui ont le plus souffert de la colonisation, ce sont les deux vieux États qui existaient avant la colonisation, qui étaient le Maroc et l'Éthiopie. Et ces deux vieux États ont été amputés par la colonisation. Le Maroc a été amputé de toutes ses provinces du Sud, qui ont donné naissance au Sahara espagnol, donc le Sahara occidental, qui sont les deux provinces, Saka el Amra et Oued el Dahab, qui sont deux vieilles provinces marocaines, et le Maroc a été amputé de toute sa partie orientale. Car tout le Sidi Kelt, toute la région de Colombéchar, toute la région de Tindouf, toute la région de Tabel el-Balla, qui constitue la partie occidentale de l'Algérie saharienne, ce sont des régions marocaines. Donc le Maroc a été amputé d'une grande partie de son territoire par la colonisation. Et l'Éthiopie a été amputée de son territoire, de sa façade maritime, quand les Italiens se sont installés en Érythrée et l'Éthiopie a perdu sa façade maritime. N'oublions pas que l'Éthiopie fut, au Moyen-Âge, disons, avant la conquête, avant l'islamisation, était une grande puissance maritime et contrôlait tout le commerce de la mer Rouge et débouchait du golfe d'Aden. Ensuite, elle s'est rétractée sur ses hautes terres à la suite des conquêtes arabes, et ensuite l'Éthiopie est redescendue de ses hautes terres au moment de son nouvel essor au XVIIe, XVIIe, XVIIIe siècle, et a repris le contrôle du littoral. Mais l'Italie va lui arracher ce littoral pour créer l'Érythrée. Donc, les deux pays qui ont le plus souffert des amputations coloniales, ce sont les deux vieux États que sont le Maroc et l'Éthiopie. D'ailleurs, ce n'est pas, il me semble, après peut-être que je dis des bêtises, parce que n'étant pas un spécialiste et historien de cette région-là, il me semble que les Occidentaux à cette époque, justement au début de la Renaissance, les Occidentaux découvrant, en ayant fait la circumnavigation de l'Afrique et ayant remonté sur les côtes est de l'Afrique, ils ont pensé trouver le royaume du prêtre Jean, oui, alors là, en arrivant dans cette région-là, quoi. C'est une histoire très intéressante parce que le fils
de Vasco de Gama, Mmh. le fils de Vasco de Gama va rentrer en mer Rouge avec une flotte. Et il va arriver dans l'un ou l'autre port de l'actuelle Érythrée. Et là, c'est très intéressant ce qui va se passer. Il va être contacté par un envoyé du Négus, de l'empereur éthiopien, qui à ce moment-là doit faire face à une terrible invasion musulmane qui vient de la région du sud de Djibouti et qui est dirigée par un chef qui s'appelle El Gragne et qui est en train de ravager complètement les zones basses de l'Éthiopie et qui menace de conquérir complètement l'Éthiopie pour l'islamiser. Et l'empereur d'Éthiopie demande au fils de Vasco de Gama son aide. Vasco de Gama demande des volontaires dans sa flotte. 300 ou 400 volontaires sont présents, montent sur les hautes terres et bloquent l'avance de ces envahisseurs. Le fils de Vasco de Gama est tué dans ces combats. Les Portugais et les Éthiopiens perdent le premier combat et ils contre-attaquent. Et dans la contre-attaque, c'est El Grani qui est tué. Donc l'Éthiopie est sauvée. Et là va se passer un drame. Un drame, c'est que un drame qui était vraiment, ça on voit l'arrogance européenne. Déjà à l'époque, l'arrogance européenne. Avec Vasco de Gama, il y a des jésuites. Et ces jésuites vont considérer que les orthodoxes éthiopiens sont des hérétiques. Et ils vont, alors qu'ils ont résisté pendant 1000 ans à la poussée, après pas loin de 1000 ans, à la poussée, sont des hérétiques. Donc, ils vont lutter contre l'Église orthodoxe pour que les orthodoxes se convertissent à ce qu'ils appellent la vraie foi. Ils vont même réussir à convertir l'empereur, qui va être assassiné. Et il va y avoir une réaction nationaliste terrible qui va chasser les jésuites. Et à partir de ce moment, les Éthiopiens vont se méfier des Européens. Ils vont dire, les Européens, non, ils viennent pour, comment dirais-je, pour changer ce que nous sommes. Et ce qui fait que l'Éthiopie va s'enfermer sur elle-même. Et alors qu'elle avait la possibilité, par sa civilisation chrétienne et par ses liens orthodoxes avec tout le monde slave, alors qu'elle avait la possibilité d'être véritablement un point de liaison, un point de jonction entre le monde chrétien et l'Afrique, ben, l'Éthiopie va se renfermer et va se méfier des Européens. Donc c'est une histoire qui est peu connue, mais qui est tout à fait intéressante. Alors que ça aurait pu être un partenaire extraordinaire pour les Occidentaux dans cette Tout à fait. La suffisance, l'arrogance, l'universalisme, vous voyez, toujours la même idée. Les Européens sont les porteurs de la vérité, il n'y a qu'une vérité, et au nom de cette vérité, eh bien, on gâche les occasions. Et alors je veux pas être porteur de mauvais augure, mais au vu de l'histoire, récente, même sur la longue durée, mais même sur l'histoire récente, ça peut très bien être également le tombeau de, ce qu'on appelait, l'Europe occidentale, vu Oui, les exactement. événements et vu comment ça eux, ça peut très bien être le En tout cas, tombeau. l'Éthiopie, l'islam gagne du terrain tous les jours en Éthiopie. Mais je dis aussi, ça peut être cette arrogance occidentale peut être le tombeau, de l'Europe occidentale, vu comment les choses évoluent en ce Ah moment, ben quoi. nous, ouais, là, si vous voulez, cette arrogance, notamment sociétale, fait que ce qu'on appelle les Suds multiples se Les sont choses détournés de nous avec mépris et même avec dégoût. Les exigences sociétales LGBT et autres, ça passe pas en Afrique. Hein. Bah, là, Ça on passe l'a vu, là, ces dernières années, ils sont pas arrêtés d'enchaîner en disant, les pays africains, en disant, «Merci, vous êtes très gentils, mais en fait, on va on va se débrouiller nous-mêmes et alors, on va échanger avec d'autres partenaires». les Africains, on leur dit oui, mais les Russes et les Chinois vont vous exploiter. Ils disent oui, ils vont peut-être nous exploiter, mais ils vont pas changer notre âme. Ils vont Tandis pas que changer nos vous, modèles familiaux, quoi. non seulement vous nous exploitez, c'est à discuter d'ailleurs, mais vous voulez changer notre âme. Vous voulez changer notre identité profonde. Et ça ne marche pas. Chez nous, un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Et ça, on discute même pas là-dessus. On discute même pas.
Vous faites des politiques d'avortement, nous, non, nous, ça n'existe pas chez nous. Et si vous voulez, c'est une rupture philosophique et morale qui est totale, totale. Et, évidemment, nos beaux esprits qui sont dans l'idéologie d'aujourd'hui ne comprennent pas cela, toujours par universalisme, le nombrilisme occidental. Alors, dernier sujet qu'on va évoquer avec vous, et ça permettra justement de faire un peu la publicité pour l'Afrique-Rel, avec notamment ce dossier qui sortira le 1er avril. Donc, si vous regardez cette interview, ben, j'imagine que ça sortira dans les prochains jours. On va parler justement de la situation au Congo, au Nord Kivu. Comment, là, je m'adresse à l'historien, comment expliquer les raisons, les racines profondes de ce conflit qui semble ne jamais s'arrêter et qui est multiplié de plein de petits conflits et qui, sur la longue durée, font des millions de morts dans cette région du Congo, de l'Afrique des Grands Lacs, enfin de l'Afrique du centre de l'Afrique équatoriale et de cette région du Nord Kivu aussi qui n'arrête pas de... Quelles sont les racines profondes de ça? Parce qu'on l'explique jamais, on explique toujours il se passe ça dans l'actualité, mais on ne revient jamais sur les raisons historiques profondes. Alors écoutez, en essayant d'éviter toute cuistrerie, c'est une zone que je connais particulièrement puisque je suis resté en poste 11 ans au Rwanda. Oui, justement. Que j'ai fait mes 2 thèses sur le Rwanda, dont ma thèse de doctorat d'État, en 5 tomes et 2500 pages, sur les rapports Hutu-Tutsi à travers l'histoire, à travers le monde pastoral et le monde agricole. En plus, j'ai été pendant quasiment 10 ans expert pour le tribunal pénal international à Arusha qui jugeait les auteurs ou les auteurs présumés du génocide du Rwanda. Donc, si vous voulez, c'est une région que je connais, je crois être un de ceux connaissant le mieux cette région. Ça, c'est Alors, indiscutable. si l'on veut présenter la question, la géographie. Il faut partir de la géographie, toujours. Vous avez l'immense Congo, qui est une immense cuvette au centre de l'Afrique. Cette immense cuvette au centre de l'Afrique a son centre occupé par une forêt difficile à pénétrer. Avec l'immense fleuve Congo, justement. Dont le fleuve Congo. Et cette immense partie centrale du Congo n'est pas habitée. Sont habitées les régions périphériques au nord et au sud, où là, notamment au sud, sont constitués de vieux États. Le royaume Congo, le royaume Luba, le royaume Lunda, etc. Et à l'est, vous avez une chaîne de montagnes, les hautes terres d'Afrique orientale, avec la crête Congo-Nil, où là, vous avez une toute autre Afrique. La cuvette du Congo, c'est le monde de la forêt équatoriale, avec tous ses miasmes, avec toutes ses difficultés de vie, ses difficultés climatiques. Et vous arrivez à l'est, dans les vertes collines d'Afrique. 1600 mètres, 1800 Des régions mètres. magnifiques d'ailleurs, extraordinaires. Tout pousse. Il n'y a pas de mouche tsetse. Il n'y a pas de malaria. Il pleut régulièrement. Ce sont des terres qui sont à la fois fertiles et ce sont d'excellents pâturages. Donc, depuis la plus haute antiquité, les hommes s'y concentrent. Les hommes ne vont pas se concentrer dans les déserts. Ils se concentrent là où l'on peut cultiver, là où on peut élever. Et vont se trouver confrontés, dans cette zone, 2 populations qui vont arriver à des périodes différentes. Les populations qui parlent des langues bantoues et qui sont les ancêtres des actuels Hutus ou des diverses populations de l'Ituri, qui sont essentiellement des agriculteurs. Et vont arriver, venant du nord, soit du groupe Luo, soit du groupe Couchitique, des éleveurs qui viennent de la région du Haut-Nil ou de la région du Haut-Lac Turkana, qui sont morphotypiquement différents, sont des grands, élancés, qui ont des traits très particuliers. Pas tous, parce qu'ils sont métissés, mais quand ils ont leurs traits particuliers, ils ont un morphotype très facile à identifier. Et à travers les siècles, vont se développer ces populations. Et ces populations vont se multiplier sur des espaces qui sont des espaces relativement réduits. À partir d'un certain moment, grosso modo le 10e, 11e siècle, les pasteurs
Tutsi, ou proto-Tutsi, ou apparentés aux Tutsis, les Hima, par exemple, d'Ouganda, qui sont les Tutsis, vont se rendre compte que la démographie des Hutus, des agriculteurs, est telle que les pâturages de la vache commencent à être mités et que l'espace réservé aux vaches diminue. Et à ce moment-là, va apparaître au Rwanda une philosophie politique qui est tout à fait extraordinaire. Moi, c'est le sujet de ma thèse, qui va être comment sauvegarder les biens de la vache contre la rapacité de la houe. C'est l'expression. Comment sauvegarder les biens de la vache contre la rapacité de la houe? Eh bien, tout simplement, en mettant la vache au-dessus des hommes. À partir de ce moment-là, les Tutsis vont inventer un système politique tout à fait extraordinaire qui va placer à la tête du monde la vache. Donc, si la vache est à la tête du monde, le pâturage de la vache doit être sauvegardé. Et l'homme ne va être que le domestique de la vache. Mais ceux qui vont posséder les vaches, ce sont les Tutsis, et ceux qui ne vont pas posséder les vaches, ce sont les Hutus. Et les Tutsis vont réussir à persuader les Hutus de leur prétendue supériorité. Et le coup de génie politique de ce monde Tutsi, c'est qu'il va réussir à faire rentrer les Hutus dans sa propre philosophie politique. C'est-à-dire que les Hutus vont se retrouver acculturés, mais volontairement acculturés, par le biais des vaches. Parce que pour avoir des vaches, il va falloir aller faire la cour aux Tutsis. Et le Tutsi va donner des vaches, et à partir du moment où le Hutu aura une vache, il entrera dans la lignée politique du Tutsi, lui devant les corvées, lui devant le service militaire également. Et le fait d'avoir une vache va protéger le Hutu, car le fait d'avoir une vache va faire que quiconque autre Hutu veut venir le voler ou le spolier devra avoir affaire au supérieur, on dirait un suzerain dans le monde féodal. Car si ce Hutu est spolié, il va voir celui qui a donné la vache, qui lui-même appartient à une chaîne de Tutsis jusqu'au niveau du roi. Et comme l'on dit au Rwanda, on ne craint pas un chien par ses crocs, mais par son maître. C'est exactement cela. Donc, c'est une sorte de féodalité de l'Afrique centrale, en fait. Pardon? C'est une sorte de féodalité de l'Afrique centrale. Oui, c'est tout. Appelons ça. Moi, je n'aime pas. Si vous voulez, l'historien n'aime pas faire les parallèles. C'est jamais satisfaisant parce que c'est toujours de l'anachronisme. Mais disons que ça s'apparenterait. Allez, grosso modo, faisons un total anachronisme. Allons-y. Mais on sait que c'est de l'anachronisme. On le dit, on le sait. Voilà. Comme alors, ça, ensuite, l'anachronisme. Le fief terrien féodal d'Occident sera la vache dans le monde rwandais. Voilà, anachronisme. On est bien d'accord. Évidemment, mes bons amis pseudo-historiens africanistes vont dire, regardez, Lugan, fin d'anachronisme. Non, je fais exprès pour faire comprendre. On l'a dit. C'est pour une question de simplification et de pédagogie. Alors, donc, nous allons nous retrouver. Alors, je vais développer, si vous le voulez, parce que ça mérite le développement. Allez-y. Nous allons nous retrouver avec une société totalement inégalitaire, bien entendu. Totalement inégalitaire, mais dans laquelle le Hutu qui est exploité est en même temps protégé. Et dans cette société totalement inégalitaire, va arriver la colonisation. D'abord les Allemands. Les Allemands vont laisser le système en place. Alors, évidemment, il y a un problème dynastique, mais n'entrons pas dans ces questions secondaires. Allons à l'essentiel. Les Allemands laissent le système en place. 1916, les Allemands doivent se retirer du Rwanda devant l'offensive des Belges et des Anglais. Et arrivent les Belges. Que vont faire les Belges? Ils trouvent que, en fait, qui a colonisé le Rwanda? Ce sont les missionnaires catholiques, les Pères blancs. Et les Pères blancs, dans le premier temps de leur présence, c'est-à-dire entre 1900 et 1912, vont soutenir les Hutus. Ce sont des chrétiens. C'est pas moral de voir qu'un petit nombre contrôle un grand nombre. Et l'évangélisation va être refusée par les Tutsis, tandis que nombre de Hutus vont venir se convertir en se disant, en nous convertissant, nous allons être protégés par les pères
qui ont des fusils et qui sont puissants, qui sont soutenus par les Allemands, ce qui va nous permettre d'échapper au pouvoir de nos suzerains Tutsis entre guillemets, n'est-ce pas? Et finalement, en 1912-1913, juste avant la guerre, les pères blancs disent « c'est une erreur. Il faut faire comme ont fait nos anciens à l'époque des grandes invasions, il faut convertir les chefs. Car qui convertit les chefs, convertira le peuple. » Donc, ils abandonnent la conversion du peuple pour passer à l'élite. Et ils passent un marché avec l'aristocratie Tutsi, avec la cour. Nous supportons, nous appuyons votre pouvoir, et vous, en échange, vous ordonnez la conversion. Et c'est dans ce contexte-là qu'arrivent les Belges en 1916. Alors les Belges hésitent, et finalement, ils se rallient à la position des missionnaires. Et le Rwanda va devenir un pays consacré au Christ roi. Le Mwami, qui ne veut pas se convertir, va être évincé par les Belges, et par les missionnaires et par les Belges. Et l'aristocratie Tutsi se convertit. Pourquoi? Parce que pour devenir chef, il va falloir maintenant non seulement faire sa cour auprès du Mwami, du roi, mais auprès de l'évêque de Cap-Gaï, qui va donner son imprimatur, qui va donner son aval. Donc, jamais les Tutsis n'auront été aussi forts, parce qu'ils vont avoir à la fois le pouvoir traditionnel et le pouvoir du colonisateur. Tout va pour le mieux dans ce grand système inégalitaire, mais qui fonctionne jusqu'en 1945. Et là, 1945, la démocratie chrétienne. L'évolution qui se fait avec le monde change en 45. Et aujourd'hui, nous voyons la fin de ce monde 45, mais qui sera duré quand même près d'un siècle, 80 ans. Une Et là, génération. la démocratie chrétienne devient triomphante. Et les jeunes missionnaires qui arrivent au Rwanda disent « mais enfin, c'est scandaleux. Nous sommes là pour défendre une aristocratie de 10% qui met en coupe réglée 90% de la population. Donc, c'est pas normal. Il faut aider à, comment dirais-je, à la promotion de cette majorité. Et l'Église catholique va commencer la subversion du pouvoir royal Tutsi. Les Tutsis ne comprennent pas. Si le pays est à 90% chrétien, c'est parce que nous, les chefs, nous avons ordonné la conversion. Les missionnaires disaient à l'époque « l'Esprit Saint souffle en tornade sur le Rwanda ». Oui, l'Esprit Saint souffle en tornade sur le Rwanda parce que les chefs ont dit « vous vous convertissez ». Et la rupture se fait, donc, nous sommes en 1957-58, peu de temps avant l'indépendance, et la rupture se fait entre l'Église et la cour. Donc entre la Belgique, parce que en fait, le vrai colonisateur du Rwanda, c'est l'Église catholique. Et les Belges et les missionnaires disent au pouvoir royal, mais c'est simple, on va mettre la démocratie. Mais je dis tout de suite, mais vous plaisantez. La démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont voter en fonction de leur appartenance ethnique. Donc nous sommes 10%, nous allons être balayés par les 90% de Hutus qui vont voter contre. Et ben c'est comme ça, c'est la démocratie. Alors à ce moment-là, que font les Tutsis? Ils rompent avec la Belgique, ils rompent avec l'Église catholique en se ralliant au bloc soviétique. Car à ce moment-là, qui est majoritaire à l'ONU? C'est le bloc soviétique et ses alliés. Et les Tutsis, qui jusque-là avaient été, comment dirais-je, complètement choyés et complètement en osmose avec le colonisateur, du jour au lendemain deviennent nationalistes et tiennent des discours anticoloniaux puissants. Ce qui fait que tout le bloc soviétique dit, mais ils sont magnifiques, ces Tutsis, ces féodaux, ils sont magnifiques. Et le bloc de l'Est soutient les Tutsis. Donc, comme nous sommes en guerre froide, avec les automatismes de la guerre froide, puisque le bloc de l'Est soutient les Tutsis, donc tout le bloc de l'Ouest va soutenir les Hutus. En disant, ah ben si les Tutsis gardent le pouvoir, il va y avoir des bases russes au Rwanda. Tandis que si les Hutus prennent le pouvoir, il n'y aura pas de base russe. Donc, la colonisation belge et l'Église catholique vont lancer la révolution de 1959. La révolution républicaine de 59 est déclenchée dans les missions catholiques et aidée par l'armée belge.
Donc, les Tutsis vont essayer de résister, mais ils iront contre l'armée belge, donc ils vont être balayés. Donc, une grande partie des Tutsis, l'aristocratie, quitte le Rwanda. Et elle va se réfugier en partie en Ouganda. En Ouganda, où le sud de l'Ouganda est peuplé par des Tutsis, qui sont les Hima. Et les Hutus s'installent au pouvoir, etc., jusqu'en 1990. Jusqu'en 1990. Et en 1990, que se passe-t-il? Bien, les fils de ces émigrés Tutsis de 1959-1961 sont acquis à l'idée de la revanche. Et ils sont entrés dans l'armée ougandaise. Ils ont formé l'élite de l'armée ougandaise. Ils sont formés, armés, etc. L'actuel chef d'État rwandais, le président Kagame, était le chef des renseignements de l'armée ougandaise. Son chef d'état-major était le chef d'état-major adjoint de l'armée ougandaise. Une grande partie des commandants de l'armée ougandaise étaient des Tutsis du Rwanda. Et en octobre 1990, ils envahissent le Rwanda. L'armée rwandaise réussit à résister grâce à l'intervention française, car nous avions des accords de défense avec le Rwanda, et ceci va durer jusqu'en 1994, jusqu'au moment où le président Hutu est assassiné, et cet assassinat, le 6 avril 1994, va déboucher sur le génocide des Tutsis. Et à la suite de ce génocide des Tutsis, l'armée Tutsi venue d'Ouganda prend le pouvoir au Rwanda, et elle est au pouvoir aujourd'hui. Et vous étiez sur place à ce moment-là, j'arrive à la guerre de maintenant. Mais ils sont au pouvoir à partir de juillet 1994. Et là, la seconde partie du plan, c'est de déstabiliser ce qu'on appelle le Zaïre, c'est-à-dire le Congo, la RDC, où au pouvoir est le maréchal Mobutu, qui est un allié de la France. Or, je ne vous l'ai pas dit jusqu'à présent, mais derrière cette offensive des Tutsis entre 1990 et 1994, il y a les Anglo-Saxons, il y a les Américains, les Canadiens, il y a les Anglais, qui vont fournir le matériel, qui ont pour politique but de chasser la France du Rwanda, car ils savent très bien que si la France est chassée du Rwanda, le Zaïre va basculer, et derrière, il y a quoi? Eh bien, il y a les richesses du Kivu. Derrière, vous avez... mines de cobalt, les gigantesques gisements de pétrole du lac Albert. Exactement. Les mines du Kivu. Toutes les richesses du Kivu qui sont là. C'est l'un des pays les plus riches du monde, en termes de régions. Dans des zones qui sont très peu peuplées, avec un Rwanda surpeuplé. Et en 1996, le Rwanda et l'Ouganda attaquent le Zaïre, ce qui était encore le Zaïre à l'époque, la République démocratique du Congo. La France laisse faire parce que la France a tellement été traumatisée par les accusations scandaleuses qui ont été portées contre elle à l'époque du génocide, alors que la France n'a aucune responsabilité dans le génocide, puisque l'armée française avait quitté le Rwanda depuis 4 mois quand l'avion du président Biarimana a été abattu. Et la France est tellement traumatisée, la presse de gauche a tellement mené sa campagne contre la France, les groupes de pression antinationaux en France ont tellement monté une campagne que le pouvoir français est tétanisé, n'ose rien faire, laisse tomber son allié Mobutu, qui était un allié de la France, et qui à l'époque tenait son pays, et l'alliance Ouganda-Rwanda prend le pouvoir à Kinshasa en mettant un homme de paille qui s'appelle Laurent Désiré Kabila. Là-dessus, la situation évolue. On peut donc dire qu'à partir de 1996, le Rwanda occupe le Kivu. Et il n'a plus quitté le Kivu depuis. Parce que pour le Rwanda, le Kivu, c'est vital. C'est vital pour 2 raisons. 1, parce que le Rwanda arrive à 12 millions d'habitants. Quand la colonisation a commencé, il y avait 500 000 habitants au Rwanda. Quand l'indépendance de 1962 s'est faite, il y avait 2,5 millions d'habitants au Rwanda. Quand je suis arrivé au Rwanda en 1972, il y avait moins de 5 millions d'habitants au Rwanda. Quand j'ai quitté 10 ans plus tard, il y en avait près de 9 millions. Il y a eu le génocide, il y a eu 1 million de morts, et maintenant il y a 12 millions ou plus d'habitants. Donc, une démographie folle sur un pays minuscule, avec très peu de surface cultivable. Donc, le Rwanda va droit au collapsus
c'est d'une manière ou d'une autre, il n'exporte pas sa population. Et sa population ne peut exporter où? Qu'à un endroit. C'est à l'ouest, vers le Congo, vers la cuvette du Congo, vers ces zones qui sont sous-peuplées. Deuxièmement, les richesses. Car c'est le miracle économique, il y a un miracle économique rwandais. Mais ce miracle économique rwandais, c'est le Kivu. Ce sont les richesses du Kivu qui sont exploitées, pour ne pas dire pillées par le Rwanda. Je renvoie au rapport de l'ONU sur la question, je n'invente rien, et qui sont exportées par le Rwanda. Donc pour le Rwanda, il est vital. Il est vital de contrôler le Kivu. Alors en face, vous avez la RDC, qui est un pseudo-État, un État totalement artificiel, qui a été créé par les Européens sur carte à la fin du 19e siècle pour éviter une guerre entre la France, l'Allemagne et l'Angleterre. France, Allemagne, Angleterre voulaient s'emparer de la cuvette du Congo, et pour éviter... Non, la France et l'Angleterre, l'Allemagne est en dehors du coup. Mais pour éviter une guerre entre ces puissances, il fut décidé, un choix neutre, de donner la région du Congo à quelqu'un qui ne posait pas de problème géopolitique, qui était le roi des Belges. Et c'est comme ça qu'a été créée la colonie du Congo, totalement artificielle. Donc cette grande forêt, avec ce quadrilatère autour de la forêt, qui englobe des zones totalement différentes, des populations qui parlent des langues différentes, qui ont des morphotypes différents, qui ont des économies différentes, et c'est un puzzle artificiel. Et ce puzzle artificiel est incapable d'avoir une armée, car pour avoir une armée qui se bat, il faut que l'armée ait une conscience nationale. Or, il n'y a pas de conscience nationale en RDC, ce qui fait que les Rwandais en face jouent sur du velours par leurs milices interposées, qui sont des Tutsis congolais, qui sont entraînés par l'armée rwandaise. Faites la différence entre un Tutsi congolais et un Tutsi rwandais, sont les mêmes, parlent la même langue, ils ont les mêmes têtes, ils sont formés, ils passent d'un régiment à l'autre, d'une frontière à l'autre, et ça peut être très bien un régiment complet de l'armée rwandaise qui demain devient une unité de soulèvement local qu'on appelle les Banyamulenge, c'est-à-dire les Tutsis congolais. Donc c'est une situation qui est inexpliquée, qui n'a pas de solution. La seule solution, ce serait changer de paradigme. Changer de paradigme et de poser le problème en disant il y a deux solutions. Soit on continue cette guerre pour l'éternité, soit on trouve un moyen d'arranger un peu cette cause conflictuelle. Alors quel serait le moyen d'arranger cette cause conflictuelle? Ce serait un changement constitutionnel en RDC, allant vraiment vers un très large fédéralisme, très très large fédéralisme, avec une des décentralisation, régions... enfin. Comment? Une grosse décentralisation un peu à la Suisse, quoi. Oui, le pays n'est pas vraiment centralisé, mais dans les faits, il est centralisé. Il faudrait vraiment une constitution vraiment très très fédérale, je dirais pas confédérale, dans laquelle toutes ces régions de l'Ituri au Kivu auraient une existence à peu près autonome, tout en continuant à appartenir à la RDC, et qui permettrait d'être, sans le dire, sous influence rwandaise. Mais je ne vois pas très bien, dans le contexte actuel, comment cela peut se passer, sauf s'il y a un cataclysme militaire, sauf si l'armée rwandaise continue à descendre vers le sud Kivu et arrive jusqu'au Maniema et que se passe un événement en chaîne qui crée une déflagration à Kinshasa. Donc voilà la situation. C'est une situation de deux ensembles totalement différents. Un très très petit, mais très puissant, très enraciné sur une vieille culture, une vieille civilisation, un vieil État. Et de l'autre côté, un géant complètement mou, composé de vieux États. Parce que vous avez les vieux États Luba, les vieux États Congo, les vieux États Lunda, mais qui, eux, perdent leur personnalité au sein d'États artificiels créés par la colonisation. Voilà. Eh ben, chers amis, chers spectateurs, je ne sais pas pour vous, mais si vous avez écouté jusque-là, j'imagine que c'est pour moi. Je pense que je pourrais écouter le professeur Bernard Lugan pendant des heures parler de ce qui se passe en Afrique et de ces différentes régions, de ces différents conflits. On ne s'en lasse jamais. Merci de nous avoir suivis durant cette heure. Je rappelle, si vous êtes passionné par ces régions, vous souhaitez comprendre, non seulement il y a les histoires personnelles de la vie
de notre ami Bernard, qui est là, lors de ces petits livres. Mais vous savez surtout, moi, ce que je préfère lire, c'est évidemment les grands livres, des histoires, des origines à nos jours, des différents pays, des différentes régions sur lesquelles, le professeur Bernard Lugan a travaillé. N'hésitez pas à vous abonner à la Friquerelle, bien entendu, parce que c'est le meilleur moyen de vous soutenir, Bernard, c'est de Oui, tout à lire vos fait. livres et d'être abonné à la revue. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, Eh tout à bien, fait. cher Bernard, merci d'avoir pris cette heure et quelques pour discuter avec nous. Vous êtes bien entendu le bienvenu quand vous le souhaitez sur la chaîne du Cercle Aristote. Vous êtes ici chez vous. Merci et je salue vos auditeurs. À bientôt, merci. Merci beaucoup, à bientôt. Et puis, ben, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles actualités. Et peut-être vous retrouverez prochainement, dans quelques mois, Bernard en échange directement avec Pierre-Yves pour parler de la France et des Afriques. Mais ça, ce sera si vous restez abonné, évidemment, à la chaîne et au contenu. Merci. Ben, on se retrouve très rapidement pour les prochaines émissions. Merci à tous. Cher camarade, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.